faut l'enfermer. C'est pas possible. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast NBA Extra en plein play-off. Retour sur ce début des finales de conférence aujourd'hui avec Jacques Monclar à mes côtés. Bonjour Jacques. Bonjour, bonsoir Baptiste, bonsoir à toutes et à tous. Bon, on continue avec cette fois-ci 2-0 pour OKC face à Minnesota. C'est le dernier résultat la nuit dernière. Une victoire en costaud du Thunder 118-103. OKC là qui vraiment imprime son rythme et ça commence à sentir un petit peu le roussi pour Minnesota qui devra absolument gagner un voire même 2 matchs pour continuer à survivre dans cette finale à l'Ouest. On va pas parler de survivre alors OKC est là où il voulait être à 2-0, c'est parfait. Les Wolves, 0-2, c'est sûr que tu as entamé très sérieusement ton capital, mais le plus enquiquinant là-dedans, c'est pas tant le résultat en lui-même, c'est la manière. Parce que ils ont jamais joué vraiment de match. Il y a eu des retours à 10 points là après être passé à moins 23, 24. Tout ça est sporadique. Anecdotique, ouais. Il y a l'explosion de Randle qui pour l'instant était un axe essentiel. Et puis il y a la capacité qu'a eu hier le Thunder à être bon hors chez. C'est-à-dire que J-Dub, Jay Williams, Chet Holmgren, Wallace, Dort, tous ont été bons. Caruso est toujours bon. Donc là, on a depuis le match 7, en fait, contre Denver, ça fait 3 matchs de suite où on a un OKC tel qu'on l'a vu dans les 68 matchs gagnés en saison régulière. Maintenant, il se trouve que ces 3 matchs-là étaient à domicile. On verra s'ils ont vraiment pris la dimension supérieure, s'ils vont d'entrée coller 3-0 aux Wolves, même s'ils en laissent courir un derrière, mais c'est pas trop dans la nature de cette équipe. On va voir. Déjà contre Memphis, ils avaient souffert. Oui. Et chaque match à Denver a été dur. Ah oui. Donc on verra. Là, ils ont l'air lancés, quoi, quand même. Ouais, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Ils ont pris leur temps, un peu le cruise control qu'on donnait à Boston des fois. Là, c'est OKC qui semble. Autant on les a vus buter sur des zones combinées, sur la bidouille, sur des choses comme ça. Mais dès que Jalen Williams, à ce niveau-là, ça pioche bien sur le banc. Il y a eu le retour de Joe. On n'a pas encore eu un super Wiggins. Chet Holmgren est en train de prendre de la mesure et au fil des playoffs, on en revient aux joueurs de 2m15-20. C'est qu'eux, ils sont toujours à cette taille-là. Oui, on revient, mais c'était un débat qu'on avait eu dès mars. Je vous avais demandé est-ce que c'était bien de jouer à 2 intérieurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors je pense que là, contre les Wolves, ça convient très bien. Mais il y a des équipes où ça leur a coûté et ça dépend aussi pas tant des 2 grands eux-mêmes que du rendement de Williams. Parce que si Jay Will s'adapte pas au poste 3, et en ce moment il est bon des 2 côtés du terrain, il est très bon même, et il fait vraiment figure de lieutenant quand il est comme ça. C'est la 2e option offensive de Casey. J'ai tendance à penser qu'Holmgren, la doublette Holmgren-Hartenstein, l'un shooter, l'autre plus passeur, est aussi une option. Mais il y a des moments où ça a pioché très sérieusement contre Denver. Aaron Gordon a été un problème. Je rappellerai qu'Aaron Gordon était pratiquement, avec Shea et avec le Joker, un des meilleurs joueurs de la finale. Bien sûr. La demi-finale. Avec Jamal Murray par moment. Et quand Randle a été bon, c'est-à-dire en première mi-temps du Game 1... C'est toujours un peu le même problème. Voilà. Donc la tentation... il faut que leur défense fasse des stops. Sans ça, les 2 grands, ça peut poser problème. Pour l'instant, leur défense fait des stops, ça leur permet de courir, de mettre des paniers en jeu rapide, t'es à 60-65%. Donc,
Non, ils sont impressionnants, là. Et puis le public est impressionnant. Les fans de KC. Rien qu'à voir la couleur des tribunes, ils respectent bien les t-shirts, contrairement à d'autres publics. C'est vrai. Mais et puis j'aime beaucoup leur bleu. Mais c'est lourd. Et on avait déjà connu ça à l'époque de KD, Ross West, James Harden. C'est lourd. C'est un public lourd. C'est épais, quoi. C'est du cowboy. C'est une ville qui vit qui jure que par cette franchise, un petit peu. Ouais, le foot universitaire. Un petit peu. Le football américain, le foot universitaire. Oui, bah c'est une ville qui est comme elle est. C'est ok ici, quoi. C'est au milieu des États-Unis. Voilà. Vous avez souligné à juste titre tous les joueurs autour de Shai, mais il faut quand même évidemment revenir encore sur une magnifique performance du tout nouveau MVP, du coup. 38 points à 12 sur 21 au tir, 8 passes. Et puis forcément, être là au bon moment en fin de match. Voilà, bah, on pouvait s'y attendre. Il a prouvé son titre finalement dans ce match-là. On le prouve pas, de toute façon on l'a. C'est qu'on l'a déjà prouvé. Mais on le montre. Et quand on sait aussi le gars que tu bats, enfin que tu bats, sur lequel t'es élu, mais enfin bref. Shai, il y a plein de choses qui sont belles. D'abord, il monte en régime dans ses playoffs. Il a débuté hier. Alors, il limite pour l'instant beaucoup son jeu à 3 points. Il est caricaturalement sur le drive. On va dire qu'il force pas, mais il les met quand même quand... Il en a tiré 2 hier. Ouais, c'est ça. Donc, je sais pas s'il est à 2 sur 2, mais... Non, 1 sur 2. Je crois. 1 sur 2, c'est ça. Ouais. Hier, il a laissé... C'est pas toujours... Il a laissé venir le jeu à lui. Lui, il avait une émotion qui le submergeait depuis hier, dès qu'il a parlé de sa femme, de leur aventure, de tout ça. Enfin, leur aventure, leur journée, leur voyage, leur union dans le business du basket, ensemble. Et c'est toujours beaucoup d'émotions. Avant le match, la remise par Adam Silver. Et dès que ça se termine, il réunit les mecs, il fait « Allez, hop, 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 hop. On joue. » Il est comme ça, il est très focus. Alors oui, c'est un beau MVP au sens basket du terme. Quand c'est un joueur extérieur et un petit qui joue chez les petits, ça a une résonance. Il a une technique magnifique, il est toujours très bas sur les appuis, il vient au contact, il crée la séparation, et puis surtout c'est un basketteur complet. Alors c'est pas un immense passeur, même s'il en fait des très belles, mais c'est d'abord un scoreur, surtout un excellent défenseur. Et comme il peut défendre la pointe et sur le côté, c'est un défenseur polyvalent. Il a un beau physique, il est félin, il est soyeux. Ouais. C'est un joueur rare. J'essaye de chercher, est-ce que vous trouvez un joueur, alors peut-être plus ancien, qui lui ressemble dans son jeu? J'ai un peu de mal à trouver. Finalement, j'en suis arrivé à Kobe, mais est-ce que dans certaines... dans son shoot... Il est plus arrondi, il est moins direct que Kobe. C'est un mélange, c'est lui. C'est un joueur bien rare. Sûr. Après, dans beau, les pénétrations, le côté bas, le côté félin, il y a un peu de Jordan. Alors, on va me dire Kobe a pris du Jordan, mais les athlètes sont pas les mêmes. Il peut dunker, il est au-dessus du cercle, mais il est plus dans l'horizontalité, dans le hang time, dans le décalé, dans tout ça. Il y a presque un côté porteur de balle. Quand il rentre comme ça et qu'il finit, alors pas comme lui, pas avec les flotteurs, Tony était aussi bas, Tony Parker, très bas sur les appuis. Et puis à la fois, il fait 2 mètres. C'est ça, c'est qu'il a quand même un physique atypique pour un meneur, je trouve. Et puis il va vite. Ouais. Il est puissant. Il a un côté magique de ce côté-là, même s'il est un peu plus petit. Alors ça je vais fait chercher. Des beaux noms. Ouais, c'est un joueur rare. Bien sûr. C'est un joueur rare. Il lui manque de gagner. Je le répète parce que c'est un joueur qu'avec Xavier, on le disait à l'émission, on le suit depuis sa draft par les Clippers. 1 an aux Clippers et quand ils le sortent, alors qu'on voyait que le mec en avait plein les mains, sortait de Kentucky, trajectoire atypique, beau gabarit, tout ça. Il se retrouve à hockey ici avec Chris Paul et Schroeder. En plus, il va pas jouer. Penses-tu, il s'est adapté? C'est pour ça qu'il est très polyvalent. Il a appris aussi des meilleurs. Et puis le contexte, la complicité avec tout le groupe, là, sa meute.
et Marc Daigneault, qu'il faut pas oublier dans l'équation, même si l'autre jour il laisse un joueur prendre la 4e, ça arrive à tous les coachs et je dirais à tous les staffs, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui peut lui dire, ou alors c'était une option. Ok, c'est encore autre chose, mais il fait un boulot remarquable avec Shea. C'est toujours spécial d'avoir comme leader d'équipe ton porteur de balle numéro 1. C'est la double définition du meneur. Un petit peu. Ouais, c'est le meneur qui est leader complet. Ouais, c'est ça, mais première option. C'est vrai que ça n'existe première option. Plus trop en NBA. Il y a Brunson qui. Brunson le fait. Il y en a quand même pas mal. Donovan Mitchell, quelque part, c'est un peu le style avec Garland. Il y avait Curry aussi, quand même. Curry, même si. Il y a des joueurs qui portent beaucoup le ballon chez lui aussi. Ouais. Le Draymond Green de chez Gilgeous, chez Gilgeous, je sais jamais comment on dit. C'est Jay Will. Bien sûr. Son registre. Dans un autre registre. Et j'ai trouvé en plus Jay Will, il avait repris un peu son jeu, là, le petit shoot tête de raquette. Mais le shoot, on les met pas tout le temps. Il y a eu un moment où il les mettait pas. Lui, voilà, ils découvrent tous, sont jeunes. Je te disais, Holmgren est en train de monter en régime, ils sont très jeunes. Ouais. Et ils apprennent tous les jours, là, les mecs. Ils sont à 2 matchs de la finale NBA. Voilà. Et s'ils gagnent dès cette année, ça peut être, on peut en prendre pour quelques années. Ça, oui, ou pas, parce que ça fait quand même 6-7 ans qu'il n'y a pas de repeat. Oui, bien sûr, mais ça peut être le début, justement, avec une équipe assez jeune. Ouais, assez jeune, donc il va coûter cher. Bah oui, surtout là avec ce nouveau contrat de MVP. Il arrive au moment où OKC, peut-être, ils seront obligés de lâcher des joueurs. Ouais. C'est ce qui est arrivé à Denver, on voit. Il va falloir reconstruire ou presque. C'est la loi de la NBA, ça. Elle est aussi financière. Alors, il fallait quand même revenir sur ce qui est pas mal discuté ces derniers temps. Oui. On le prénomme aussi, ce nouveau MVP, The Three Throw Merchant, le marchand de lancers francs. Est-ce que, selon vous, c'est quelque chose d'abusé ? Juste pour rappeler, il y a eu 9 fautes sifflées sur lui cette nuit, 13 sur le Game 1. Il est à 11 lancers francs marqués, pareil, dans ce match, 15 hier soir. Voilà, c'est une discussion qu'il y a. On peut parler aussi, évidemment, de cette faute technique de Jaden McDaniels qui le colle depuis 2 matchs et qui est tout à fait légitime, mais qui a dit sur cette faute-là, je voulais juste qu'il subisse une vraie faute. Autant dire, certaines fautes sont peut-être un petit peu offertes aux Canadiens. Il y a des... J'ai parfois l'impression que... bien sûr que on en revient aussi à son jeu. Bien sûr qu'il va au contact, il crée des séparations, il crée des contacts. Tony faisait ça, Chris Paul faisait ça, tous les petits James Harden font ça, encore. Non mais parce que c'est un joueur qui a aussi été souvent décrié là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on nous enquiquine ? J'entends aussi un autre débat. OKC fait trop de fautes. Ouais, ils sont nombreux, ils peuvent envoyer. Indiana fait un peu pareil. New York et Minnesota sont pas dans cette structure. Même s'ils peuvent jouer dur aussi, mais ils utilisent pas la longueur de banc. Parce que déjà dans ces playoffs, on a vu Kenrich Williams, on a vu Jalen Williams, on a vu des joueurs d'OKC avoir un rôle pour faire des fautes, donner des minutes, et pour mettre de temps en temps un petit paneton ou deux. Voilà, on ne voit pas ça avec Landry Shamet ou avec Kolek ou des gens comme ça. On peut le voir avec la longueur de banc d'Indiana. Et à Minnesota, on le voit pas. Donc, qu'ils arrêtent à tous, là. Alors, Michael Jordan, on disait on peut pas le toucher. Kobe, on peut pas le toucher. Je crois que ce sont surtout les grands joueurs, les joueurs rares, qui génèrent des contacts, et que sur tous ces contacts, il y en a de temps en temps qui sont sifflés, parfois trop tard, parfois pas au bon moment, parfois à l'erreur, mais il faut pas en faire quand une on est dans la généralité. tête de l'arbitre, non, il n'y a pas un tout petit peu ça, de... c'est comme les histoires de lancer franc, arrêtez de me faire rire. Il y a des équipes qui shootent à 3 points et qui sont surprises de pas tirer de lancer franc. Alors, il faut aussi installer des choses pour ça. Je pense que Minnesota, avant de s'occuper de l'arbitrage, a d'autres chantiers devant eux. Point barre. Vraiment. Non, et puis là, moi hier,
j'ai pas vu une faute qui est contestable. Mais il y en a toujours. Sur Shea, je les ai bien toutes regardées. Il y en a peut-être une ou deux, mais franchement. On peut toujours trouver. Mais je comprends aussi Jaden McDaniels, qui je trouve est vraiment un super défenseur. Et des fois, c'est frustrant. Moi, mais il envoyait une tarte, oui, mais il a pas. C'était face à Doncic aussi. Mais qui disent, mais on en fait des caisses parce qu'un mec dit ça. C'est pas bien grave. C'est plus grave que Nasri, dans 2 matchs, soit au bord de la Fanny à la pétanque, puisqu'il est à 0-12 à 3 points. Ça, c'est plus grave. Pour eux, pour leur instant. Il lui manque un point. Ah, ben, c'est le plus dur à mettre. Hein. Mais voilà, ils ont d'autres chantiers devant eux. Ouais. Leur coach le sait. Il leur laisse beaucoup plus de liberté en attaque que passer un temps. Je suis pas sûr qu'ils aient pas besoin d'un coup de vis. Et même s'ils gagnent d'1 point le prochain match, ils feront vivre la série et il y aura de la pression sur le match 4. Si jamais ils se prennent le prochain, c'est pire que les Knicks ce soir. Pour eux, c'est le match en étant mené 0-2. 0-3 à la maison, c'est chaud. Là, les Knicks, eux, ils vont jouer pour 0-2. Après, c'est ce moment de basket inhabituel qu'on a vécu au Garden. On va y revenir. J'avais une dernière question juste sur ce côté, sur cette série Oklahoma-Minnesota, et aussi sur cette question du MVP. Donc ça fait depuis 2018 qu'il n'y a pas d'Américain. On pourrait penser que Anthony Edwards est le prochain à peut-être y arriver. Quand on voit ces 2 matchs, bah en fait, c'est peut-être la différence qui lui manque avec, pour l'instant, Shea pour être ce MVP que... Bah non, puisque par définition, le MVP, c'est sur la saison régulière et que c'est pas tout à fait le même basket. D'accord. Ben oui, donc ça... Non, je suis désolé, Baptiste, mais... Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Non, mais c'est pas... Ils en sont pas au même développement de joueurs. Et ce sont pas les mêmes personnages. Anthony Edwards, avant le match, hier, il a fait des séries du milieu de terrain et il mettait dedans à l'échauffement. Il communique avec le public, il est comme ça. Est-ce qu'il peut aller au bout comme ça cette année ou même dans les 2-3 ans qui viennent? Est-ce qu'il sera... Chacun évolue. Il est déjà à 2 finales de conférence, hein. C'est remarquable pour enfin, on fait pas des cartes de visite avec ça. Non, ça suffira pas. Non, ça suffira pas. Non, on va expliquer aux mecs. Enfin bon. Non, mais en tous les cas, c'était aussi pour souligner que voilà, il est encore en dessous. Mais t'en sais rien. Dans ces finales. Non, mais dans ces finales. Il faut pas tirer de conclusion. T'es à 2-0. Ouais. On a vu des retours, je veux dire, on voit des retours dans un match, on voit des retournements de situation. Okay. Il suffit de gagner le match 3 d'un point à la ramasse en prolongation. Il en est tout à fait capable, c'est ça que vous... Mais pas que lui. Randle, il à eux deux. Je crois que lui, il fait 1 sur 9 à 3 points. Randle, il doit faire quelque chose comme 2 sur 11 au shoot. C'est un flop terrible hier. Alors, il a 14 points marqués, Randle, sur les 6 derniers cartons. Voilà, bon, je sais pas quoi. Cette équipe-là, le break, l'enchaînement, alors même la fin de série contre les Warriors, parce que, bon... Les Warriors sans Steph Curry, c'est quand même pas tout à fait la même équipe que celle qui a éliminé Houston. Leur parcours, c'était aussi un faux semblant. Leur seul vrai perf, entre guillemets, c'est d'avoir mis un 4-1 aux Lakers d'entrée et avoir pris position. Derrière, bon, ils ont pris ce qui était devant eux, mais mentalement, ils sont peut-être sortis de leur truc. Le rendement de certains joueurs. DiVincenzo, hier, il a un petit moment où il est bon. Ouais, il en met quelques-uns à 3 points. Ouais, mais il a un pourcentage apocalyptique depuis le début. Nasri est à 0-12. Conley a peu d'impact. Anthony Edwards n'est pas présent dans le scoring. Ils ont tenu avec McDaniels, qui lui est pour le coup est le plus constant. Nickel Alexander-Walker hier qui fait un bon match dans la tempête. Et Rudy Gobert qui sert pas, il sert défensivement, mais ils prennent des trous de partout. Donc il peut pas couvrir et donc son utilité est mise en cause parce qu'en attaque. Bon, on connaît le problème. Et puis, bon, Nasri, je répète, Randle, bref, ça tourne en rond. Bien sûr. Ils sont battus. Et ils jouent à 8.
Il joue à 8. Et il va falloir trouver des solutions. Il n'y a pas de meneur, il n'y a pas de backup à Mike Conley. Et Anthony Edwards se fatigue aussi à remonter le ballon. Nicolas Alexander Walker peut le faire. Di Vincenzo peut le faire. C'est une question d'organisation, de discipline, de ciblage de ce que tu dois faire. Il dit qu'il est champion du monde de tennis de table, de ping-pong. Il dit qu'il est le meilleur golfeur du monde. Il est comme ça. Il est un peu... Alors je veux bien qu'on leur laisse de la liberté, mais qui dirait liberté dit responsabilité. On va voir. Parfois, et la première responsabilité, c'est stopper l'adversaire. Donc, s'ils veulent s'en sortir, il faut qu'ils tiennent OKC à moins de 100 points ou 105 maxi. On est d'accord, on va voir. Bon, ils en prennent un, quand même, à domicile. J'en sais rien. Je sais que c'est un grand rendez-vous pour les deux. OKC, parce que ce serait formidable de retourner au final NBA. Et que cette génération, c'est toujours et qu'il gagne l'Ouest, parce que finalement c'est toujours un titre quelque part, ça beaucoup plus que d'être finaliste de conférence. L'a gagné, il y a même un MVP qui va être élu. Ça fait quelques années maintenant. Donc voilà, et puis pour les Wolves, ce serait une frustration terrible que de pas gagner le prochain. On va suivre ça, c'est du coup dans la nuit de samedi à dimanche, toujours à 2h30 du matin. Passons à l'autre série qui, elle aussi, a de quoi nous faire réagir. Voilà, j'avais noté 17 points de retard à 7 minutes, 14 à 3 minutes, 9 à 52 secondes de la fin, et puis une victoire en prolongation d'Indiana dans un des matchs les plus historiques. Et qu'est-ce que tu fais alors? Tu manges ta feuille de stats là? Non, alors là c'est juste une vision du scénario. Dans l'absolu. Donc oui, alors maintenant ce qui est formidable, c'est que les statistiques... Non, c'est même pas des statistiques. Les statistiques, 99,7% de chances de gagner le match à 50 de la fin, montrent par elles-mêmes que c'est une formidable photo, un formidable outil de travail, mais que c'est fait pour être contrarié. 980... Non, le sport en général. Oui, 994 matchs, c'était une fois sur 994 matchs. Donc, c'est bien la preuve que tout peut arriver. Mais au-delà de tout, au-delà même des deux lancers ratés qui sont criants, criards dans la dernière minute de la part des Knicks, au-delà de la formidable réussite de tous les joueurs à ce moment-là, Topin qui fait des trucs, Nembhard qui est toujours solide, Haliburton, le choix de Carlisle de laisser de laisser Bryant aussi à un moment du match, tout ça c'est formidable. Le shoot d'Haliburton qui quand même est quasiment sorti du Garden avant de retomber dans le cercle. Les Knicks n'ont pas défendu. Ouais. Ils prennent 40 points dans le dernier quart-temps, et donc 20 en 2 minutes 30. Non, ça ne doit pas exister. Dans ce quatrième quart-temps, on a eu l'alternance d'une équipe qui, à la bataille, à la grinta, à comme elle a été pour battre Boston, est en train de se construire le match. Et tout d'un coup, Jalen Brunson, même s'il a mis des points encore, 43, dans le clutch, non, mais même dans le clutch, mais il a perdu des ballons, il a fait des fautes, et il a pas... C'est pas ses coéquipiers qui se reposent peut-être trop sur lui en se disant il va nous faire... On peut toujours trouver un biais, c'est toujours la faute des autres. Au bout du bout, c'est lui le chef. Ouais, il le sait. Il n'y a pas... Je trouve que sur ce match-là, quand même, les deux sont trop... Les explications sont multiples. Ils mettent 74 points à 2. Est-ce que c'est parce que les autres n'étaient pas capables de le faire? Ou c'est parce que le jeu, le piège adverse a fait que... J'en sais rien. Mais le fait est que ça n'a pas marché jusqu'au bout. D'habitude, il y a un Josh Hart, un OG Anunoby qui sort du... Michael Bridges n'a pas été mal. Il y a eu des événements de jeu qui ont enchaîné. Il y a aussi une équipe, alors même si New York l'a fait à Boston, une équipe d'Indiana qui est une récidiviste quand même dans le registre basket. Ave Maria sur un fil, et là plus que sur un fil. Ils l'ont presque gagné le match. Ça se tient à une longueur, un demi-orteil de Haliburton. Moi, je suis assez... Le niveau était excellent, mais les Knicks ont oublié de défendre, particulièrement dans les 2 dernières minutes 30.
la perf de Nesmith est fantastique. 6-3 points dans les 5 dernières minutes. Voilà, donc Ça, il arrive un moment où il vaut mieux faire faute avant. Comme disait notre camarade Jalen de McDaniel, je voulais que... c'est dans le registre d'un défenseur, si je dois faire une faute, qui sente bien que je la fais, comme ça la prochaine fois, quand je vais passer le museau, quelque part... c'est imprimé, quoi. Quand le mec est chaud, ça je peut dis aussi pas un qu'il petit faut peu... les marquer au fer rouge, mais de temps en temps, faire noter sa présence et prendre des nouvelles de la famille et des amis, c'est toujours quelque chose de propre. Efficace, on va dire. Je cherchais d'autres explications, j'en ai trouvé une intéressante. C'était nos confrères de l'équipe qui en parlaient. Sur les 3 matchs donc, où ils font leur comeback, les Pacers, ils ont des attaques à moins de 14 secondes, c'est-à-dire qu'ils tirent beaucoup, justement, ça, on en revient à Nesmith. Non, pas qu'ils tirent beaucoup, qu'ils courent beaucoup. Aussi. Ils courent beaucoup. Ils courent beaucoup, mais... Ils ont beaucoup de possessions. Voilà, du coup, ils s'offrent beaucoup de possessions. Je crois que c'est une quinzaine sur les 50 dernières secondes dans le dernier match. Mais il y a bien quelqu'un c'est marrant comme... il y a quelqu'un qui a lâché la balle. Ils ont fait faute et ils n'ont pas mis les lancers. Ouais. Donc tu t'en remets aux autres. Le jour où une équipe leur fait un sans faute au lancer, ça revient pas. Bien sûr. Mais là, sur les 3, ça veut dire que c'est quand même une technique qui fonctionne visiblement. Oui, quelle technique? C'est pas une technique. Et la technique des Knicks, tu vas me l'expliquer, ils étaient à moins 20, moins 14 dans le 3e quart-temps contre le champion en titre, et ils reviennent et ils gagnent, et là, ils rendent 17, 14 et 9 à 50 secondes de la fin, 8 à 40. Tu rigoles ou quoi? Il n'y a plus d'explication, alors. Ah non, c'est de l'irrationnel. Des fois, le métier de coach, c'est rationaliser au mieux, au plus, l'irrationnel. Il peut arriver plein de trucs avec un ballon de basket, 5 mecs, et le talent, le physique, la science qu'ils peuvent avoir. Donc tu peux avoir un rebond sur le cercle. Un rebond sur le cercle. J'aime bien votre exemple avec Kawhi, c'est vrai que c'est 2 rebonds, enfin il y en a eu plus. Voilà. Là, quand même, celui de Liberton, ce qui est rare, c'est que ce soit un cercle arrière qui monte aussi haut. Et switch. Alors devant, oui, enfin switch. On en est loin du switch. On pourrait presque croire que c'est un deuxième switch. Il fait un gros fer arrière, elle monte au lustre là-haut, elle va lécher les bannières. Il n'y en a pas tant que ça. Et elle redescend direct dedans. Voilà. Après, il y a le choc, il y a la référence à Indiana. Il a bien fait de le sortir. En 94, c'est drôle, ça prouve que 31 ans après, ça fait partie de l'histoire. Je le rappelle, j'étais dans la salle ce jour-là, et je rappelle gentiment, et là, j'essaye d'être objectif le plus que je peux, et j'adore ce que fait Rick Carlisle avec Indiana. Je rappelle que sur la série du choc, ce sont les Knicks qui se sont qualifiés. C'est ça. Puisque, voilà, donc j'espère pour lui qu'il ne l'a pas fait trop tôt. Sans ça, les Knicks fans, et là je parle pas pour moi spécialement. C'est ça, j'allais dire, dites pas trop ça. Non, je parle pas pour moi spécialement. Les Knicks fans, non mais on les connaît, les Knicks fans, ils sont excessifs quand même. Vont s'en souvenir, voilà. Mais d'un autre côté, ça fait... Il y a aussi... c'est mon fils Julien qui me disait ça. Il y a aussi le côté Indiana, bien sûr. Alors, il y en a un qui est plus meneur que l'autre, mais le morphotype entre Reggie Miller, grand dégingandé, et Ali Burton, qui est grand dégingandé, il y a de ça. Le côté shoot de l'impossible aussi, il y a de ça. Donc, moi, je l'ai pas mal pris. J'ai trouvé même que c'était une référence drôle. On pourrait y mêler Spike Lee quand même, puisqu'il était quand même dans l'histoire. Voilà. Non, ça fait partie des choses qui sont dans l'histoire de la Ligue. Évidemment. C'est beau de voir des petits rappels comme ça. C'est beau. Et puis ça veut dire qu'ils ont un peu grandi avec cette image aussi. Ou que même s'ils n'ont pas grandi, elle a fait partie de leur culture. Voilà. Évidemment. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On pourrait parler... On a des belles... Là, à l'Est, on va avoir grosses pressions sur les Knicks, bien sûr. Un joker pour Indiana qui se désunit pas, qui joue bien au basket, ce qu'a fait Nesmith, ça peut être un autre. Il y a plein de joueurs que Obi Toppin régale quand même. Il fait des super moves. Qui joue la fin de match. En plus. Turner, Siakam, c'est hyper gaillard. Bryant, c'est gaillard. Nembhard est épatant.
Il fait partie de la même école que SGR. Cette école canadienne là qui est... Ouais, et puis qui joue dans son coin et qui fait pas de bruit, mais qui est joue bien. Au basket. Le Canada qu'on a battu en quart de finale l'année dernière. Quand même. Même. Hein, souvenez-vous. Il y avait le MVP. Hein. Eh oui. Le MVP de cette année. Ouais. Oui. Et puis en médaille de bronze, il y avait l'autre MVP, puisque c'était notre ami Jokic. Et bon, puis c'était pas dans notre ça me fait penser qu'on... Enfin, on espère, non, parce qu'on veut quand même que Monaco gagne l'Euroleque, mais... On va leur souhaiter bonne chance. Que Evan Fournier va peut-être remporter son premier trophée. Alors lui, s'il gagne, on sera content. De toute façon, il y en a un des deux qui fera la finale déjà, puisque Olympiakos Rocket Team, c'est ce soir, et que ça va être un peu un tremblement de terre. Et le retour aussi de Mathias Le Sort. Avec le Pana, contre... Oui, mais c'est de bonnes nouvelles aussi pour l'équipe de France. Le Fener de Jasikevičius, le Pana tenant du titre, avec coach Ataman, le retour de Mathias, mais bon, on va le laisser revenir tranquillement, on vous met pas dans une lessiveuse, ou alors Marc, il est capable de tout, cet homme-là. Mais on te met pas dans une lessiveuse directe comme ça. Bon, allez. Allez, c'est parti, il y a encore une émission à tourner ensuite. Merci de nous suivre encore une fois et à très bientôt, dès lundi, pour un nouvel épisode du podcast. Salut à tous. Ciao.